Ouais, c'est vraiment des patients qui sont au niveau somatique, ont beaucoup de complications, beaucoup de choses à gérer, qui souvent, bah, du point de vue, disons, mental, ben voilà, ils sont très anxieux. Ils n'ont pas la famille qui vient les voir en ce moment, à moins qu'il y ait des exceptions. Donc ils sont très seuls au final et qui ne savent pas comment ça va évoluer. Et souvent qui n'ont même plus vraiment, disons, sur le moment à cause du Covid ou tout simplement parce qu'ils sont hospitalisés, puis avec toutes les décompensations qu'ils font de leur maladie ou autre, ben en fait, ils comprennent même pas ce qui se passe, ils sont confus. Donc, comment gérer un patient aussi qui est confus et qui va enlever son masque à oxygène parce qu'il est anxieux, puis parce qu'il comprend simplement pas qu'il faut qu'il garde son masque à oxygène. Donc, oui, ça peut, ouais, c'est très très vite et puis ça décompense très très vite et souvent, ce qui est impressionnant, c'est que le patient qui a un taux d'oxygène très bas et qu'on sait que potentiellement il va devoir descendre en soins intensifs pour être intubé, ben, quand on le regarde comme ça, faisant un peu de, juste quand on prend un peu du recul, on a l'impression qu'il va bien. C'est ça qui est en fait impressionnant. C'est que moi, j'ai vu des patients qui étaient en attente de transfert aux soins intensifs, qui respiraient difficilement, enfin qu'on voyait qu'au niveau de leur taux d'oxygène, ça allait pas du tout, parce qu'ils sont chez nous, ils sont scopés, hein, donc on surveille bien leur cœur, leur respiration, enfin tout autour d'eux. Mais eux, ils sont au téléphone à ce moment-là. Et on se dit, mais comment c'est possible d'avoir un taux d'oxygène aussi bas dans le sang et d'être au téléphone et de nous parler et d'être encore conscient. Et ça, c'est un truc que moi, j'avais jamais vu, en fait. Je me disais, mais ok. Et c'est ça, en fait. C'est juste un peu ce moment où ça va encore bien avant que ça s'écroule. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, il faut jamais se fier à quand on rentre dans la chambre de notre patient, de voir qu'il va bien, que ça va bien, parce que au final, ça peut très très vite tourner, enfin, se décompenser, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment être vigilant, attentif, faire nos surveillances, sauf qu'on doit les faire de plus en plus vite. Et ouais, on a peur quand même de passer à côté de quelque chose. Moi, je sais que pendant la première vague, même si on a été atteint, hein, enfin, je pense que, disons, la fatigue a été moins pendant la première vague parce qu'on a eu moins de patients, mais la charge psychologique, elle était là. Hein. Faut pas oublier, c'est pour nous, disons psychologiquement parlant, c'était déjà très compliqué. Dans le sens où on savait pas ce qui nous attendait en fait, on savait pas ce qui allait se passer. Et ouais, moi j'étais un peu révoltée quand moi j'étais au travail, que je savais pas ce qui allait m'arriver, que je prenais toutes les mesures, j'étais en train de changer toutes les dispositions de mon service pour pas infecter les patients qui n'étaient pas Covid, pour ne pas m'infecter moi. Et quand je voyais des gens dehors qui faisaient n'importe quoi, qui étaient en groupe, qui faisaient des fêtes, je me disais mais ok, en fait ce que je suis en train de faire là, ça sert à rien. Ça sert à rien si personne en fait collabore et ouais, c'est frustrant en fait. Parce qu'on se dit au final, nous on fait tout ça, mais là en fait la population, enfin il faut nous aider quoi. On va pas y arriver. Je suis sortie pour faire mes courses et que c'était le Black Friday, mais que je suis sortie parce que tout simplement c'était mon seul jour de congé et que j'avais besoin de lait et d'œufs et que je vois des gens faire la queue tous entremêlés les uns les autres avec leurs masques qui étaient même pas correctement positionnés. Enfin, je me dis mais attendez, mais là il y a un truc qui m'échappe en fait. Il y a vraiment un truc qui m'échappe. Donc nous on court à l'hôpital pour sauver des gens et vous en fait vous courez juste pour faire vos achats. Bah, autant ne pas s'occuper des gens, autant rien faire parce qu'on sait que ça va revenir, on sait que ça va continuer. Ouais, donc ouais, c'est révoltant. Franchement, ouais, c'est révoltant. Ouais, j'aimerais plus que. Des fois, j'aurais bien aimé que enfin les gens qui sont dans la politique viennent passer une journée avec moi ou une journée aux soins intensifs ou qui viennent même juste qu'avec moi chercher un patient aux soins intensifs et qui traversent deux trois unités et qui voient en fait vraiment ce qui se passe parce qu'il y a des vidéos et on voit les gens comment. Enfin moi il y a des vidéos où on montre, on voit que les gens on voit ces gens qui sont vraiment là, enfin disons dans le couloir et puis on les voit, ils sont intubés mais venez, enfin moi j'aurais bien aimé qu'ils viennent vraiment dedans et qu'ils voient vraiment ce qui se passe. En tout cas, moi, dans mon service, j'ai vu personne. Et je parle même de ceux qui prennent les décisions au sein de mon hôpital. Hein. J'ai vu personne. D'ailleurs, ça a été dit. On a eu une réunion et on a dit, ben, j'ai pas l'impression que la direction en fait nous soutient.
Alors que nous, on souffre, enfin, on est vraiment dans de la survie. Et en fait, plus haut, on se demande ce qu'ils sont en train de faire. Alors, clairement, nous, on voit pas tout ce qu'ils font aussi, hein. Enfin, je veux dire, ils ont aussi beaucoup de travail, ils ont aussi beaucoup de choses, donc nous, on le voit pas non plus, hein. Je dis pas qu'eux, ils font rien, hein, mais ouais, on leur a dit. Et j'ai l'impression que ça commence à être entendu aussi, ça. Mais ouais, ouais, je pense que les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe à l'hôpital. Du coup, on a été applaudis, on était des héros, enfin vraiment, tout le monde était là, waouh, ce que vous faites, impressionnant. Et tout d'un coup, on nous a oubliés. Tout d'un coup, bah ouais, la première vague était passée. Bah ouais, ça va mieux, tout recommence à être ouvert, il n'y a plus de limitations, ça va mieux. Ok. Et maintenant, en fait, on fait quoi pour nous qui en avons juste bavé? On fait quoi maintenant pour nous? Non. Enfin, je trouvais qu'on était déjà pas assez reconnus avant, mais encore plus maintenant. Et c'est comme moi quand on me dit ah, mais il paraît que vous allez avoir une prime, il paraît que vous allez avoir plus de jours de congé, et qu'en fait, j'ai juste envie de leur dire, mais en fait, non, non, j'ai pas eu plus de jours de congé, non, j'ai pas eu de prime. Et souvent, on voit dans les journaux ben, que oui, apparemment, les soignants ont eu une prime. Apparemment, les soignants ont eu 2 jours de congé en plus, ont eu une semaine de congé en plus. Enfin, il y a plein de choses qui se disent, et les gens ne pensent pas à nous demander à nous, en fait. Et en fait, c'est pas vrai. On n'a pas eu de jour en plus, on n'a pas eu de prime en plus. On a reçu des attentions, on a reçu, il y a on a reçu des choses à manger, des choses à boire, enfin des petites choses de différentes entreprises. On a reçu disons, des choses un peu pour nous donner de la force. Je sais pas comment expliquer exactement ce que c'était, mais c'était gentil l'attention. On avait l'impression, bah oui, ils pensent à nous. Mais je suis désolée de dire ça, c'est pas une petite boîte de biscuits qui va changer grand-chose. Bah oui, je vais être contente parce que je vais pouvoir manger un biscuit sans sortir de mon unité, avant d'aller voir mon patient, avant de savoir que je vais passer 1 heure avec mon patient, je vais manger un biscuit à partir entre 7 heures et midi parce que j'ai pas eu ma pause. Ok, c'est très bien, mais ouais, j'ai rien eu d'autre. Je sais que par exemple à Genève, bah eux, les soignants ont été inclus dans les baisses de salaire de tous les fonctionnaires de l'État. Mais comment est-ce qu'on a envie d'aller travailler, sachant qu'on donne le plus que ce qu'on peut, souvent, et en fait, la gratification, elle est, ben, en fait, c'est fait juste qu'en fait, on va encore être moins payé. Non, mais c'est, ouais. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir lâcher tout ça, puis, ouais, moi aussi, j'en ai marre, en fait. Donc, je comprends que tout le monde en ait marre, mais c'est juste qu'en fait, on arrive à un stade à l'hôpital où c'est plus viable. On survit. Enfin là, c'est même plus, c'est de la survie. Comme j'ai dit, on cherche des places et les places ben, aux soins intensifs, elles se font très rares. Ça veut dire qu'il arrivera un moment où en fait, il faudra quand même faire des choix. Et je pense qu'on est déjà aussi dans des choix actuellement. La personne, il y a des gens qui ne veulent pas du tout d'acharnement, mais eux, ces personnes-là, elles sont conscientes de ça, elles le disent, mais il y a d'autres gens où en fait, on sait pertinemment que par exemple les intubés, bah, en fait, on va jamais réussir à les extuber. On va jamais réussir en fait à ce qu'elles continuent à vivre. Et ça veut dire qu'on rediscute avec la famille, on rediscute avec la personne, on essaie de mettre en fait des projets déjà maintenant, de expliquer à la personne comment est-ce que ça peut évoluer. Donc ça, on est très bien en fait maintenant. Pour l'instant, on essaye d'anticiper ça, de dire aux patients, moi j'ai une patiente qui va être transférée aux soins intensifs, et puis on est venu lui expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qui potentiellement pouvait lui arriver, et c'est à ce moment-là qu'elle nous a dit, mais en fait, moi, je veux pas être intubée. Mais dans des situations, là, on avait eu le temps, les médecins étaient tous là, la patiente était consciente, tout allait bien, elle respirait encore, ok, mais dans les cas où c'est pas possible, enfin, il y a quelqu'un qui va devoir prendre une décision, et enfin, voilà, les places sont pas illimitées, on n'a pas assez de ventilateurs, mais surtout, on n'a pas assez de personnel. Enfin, mobiliser, ouvrir une unité de soins intensifs, c'est bien, mais il faut des gens pour soigner les personnes. Il faut des médecins, il faut des infirmières, il faut des aides-soignants, il faut quelqu'un qui gère le matériel, il faut une secrétaire qui gère les administrations, tout ce qui est administratif. Mais ça, je crois qu'on a atteint la limite, en fait. D'ailleurs, il y a un des directeurs dans des hôpitaux qui a dit, hein,
On n'est pas loin de l'effondrement, du système de santé et c'est clairement vrai. Déjà là, on se dit qu'on est vraiment quand on va aux soins intensifs, normalement, on a des gens qui sont formés aux soins intensifs et c'est pas des gens qui sont formés en 1 an, en 1 mois, je veux dire. C'est des gens qui ont plusieurs années, même les moins expérimentés, ils sont toujours jumelés. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec eux pour, disons les superviser et là, actuellement, on voit que les gens qui devaient être supervisés, supervisent d'autres personnes, en fait. J'ai vu une infirmière de soins intensifs qui normalement a un patient en temps normal, parce qu'un patient de soins intensifs, ça veut dire que c'est un patient qui peut être intubé, qui a plein d'équipements, mais quand je dis plein d'équipements, ça veut dire qu'autour de lui, il y a plein de machines, il y a vraiment beaucoup de choses à gérer. Ben, cette infirmière-là, au lieu d'avoir que ce patient-là, elle en a 4. Mais comment c'est possible? Et ouais, en fait, j'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là en Suisse. Un patient qui est mal positionné ou qui a mal et qui peut pas se tourner tout seul, ben, en ce moment, il va attendre, en fait. Malheureusement, ça va pas être la priorité. Un patient qui a mal, ça va être notre priorité, mais si le patient à côté, il arrive plus à respirer, ben, en fait, il va devoir avoir mal encore longtemps, le temps qu'on règle le problème et c'est juste inhumain. Mais ouais, les gens se rendent pas compte de ça, en fait. Et j'ai peur qu'en fait, c'est qu'à ce moment-là, quand on leur dira: «Bah oui, votre mère n'a pas pu être intubée parce qu'on n'a plus de place», en fait. Je pense que peut-être là, les gens c'est un peu trash, hein, mais je pense que ce sera à ce moment-là que les gens vont s'en rendre compte, malheureusement. Il y a des situations, il y a des gens qu'on ne pourra tout simplement pas, on pourra pas s'occuper d'eux. Il va falloir faire des tris, en fait et faire les tris, ça veut dire que, il faudra choisir entre, le grand-mère ou la enfin le grand-mère, la grand-mère, excuse-moi. On va choisir entre la grand-mère et puis le papa ou le fils. Enfin, ça veut dire qu'il y aura ce sera des critères, en fait. Ça veut dire qu'on va prendre le patient qui aura le moins de comorbidité, qui évolue le mieux, qui va avoir le plus de chances de s'en sortir et tout ça, ça va être fait sur des calculs, sur des critères et pas sur simplement, hem, l'humain. En fait, on perd tout le côté humain. Comment on va faire? En fait, ça va pas être possible et honnêtement, on n'est pas là-dedans maintenant, mais c'est déjà des questions qui se posent. Savoir les comorbidités des gens, avertir la personne qu'effectivement, vu tout ce qu'elle a, l'intuber, qu'est-ce que ça engendre? On discute avec la famille, le patient, hein, de ça déjà maintenant. Mais il arrivera un moment où en fait, ce sera plus possible de discuter avec les gens. Parce qu'on n'aura pas le temps, on n'aura pas les moyens et ben j'aimerais pas être à la place de celui qui choisit. Et autant pendant la première vague, quand j'avais entendu quelqu'un dire ça, je me disais: «Mais on va jamais en arriver là, c'est pas possible, on va quand même» et honnêtement, plus on avance et plus je me dis: «Ben, ouais, je sais pas si on va pas devoir en arriver là, en fait». Ça va être choisir des vies, en fait. C'est ça, en fait. Moi, je veux pas devoir dire: «Mon patient, il a plus le droit de vivre que celui-là parce que» non, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que j'ai c'est pas mon métier, c'est pas à moi et je pense même pas il y a pas une vie qui mérite plus qu'une autre d'être vécue. Enfin, je veux dire, c'est on me dira: «Oui, mais la patiente de 90 ans, en même temps, elle a bien vécu, c'est bon». Oui, effectivement, on pourrait se dire, mais peut-être que ça la patiente de 90 ans, elle a encore des choses à faire, elle a encore des choses à vivre. Je pense qu'à partir du moment où on en arrivera à devoir faire des choix à enfin, si drastiques, moi je pense que j'arrêterai en fait. Parce que avec ma conscience, j'y arriverai pas. Déjà là, je suis pas en accord avec tout ce qu'on fait, mais on doit le faire, donc c'est pas le choix. Mais le jour où on devra choisir et que non, je pense que ça, ce sera ma grosse limite. Je peux pas. Je veux pas, condamner quelqu'un à mort parce qu'en fait, mon métier, c'est pas ça. Je j'ai pas et oui, mon métier, c'est aussi d'accompagner vers, les gens qui sont en fin de vie, qui sont dans la mort, mais quand je sais que quelque chose peut être encore fait et qu'on le fait pas, parce qu'on n'a pas de moyens et tout simplement parce qu'on comment dire? On privilégie une vie à une autre, moi non. Je pense que c'est clairement ma limite.